Bonjour, donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir permis de participer avec vous à ce congrès. Et je sais que nous atteignons la fin de l'après-midi, que vous devez être un petit peu fatigués. On va essayer d'aborder le plus simplement possible ce thème qui nous donne des nœuds au cerveau. Donc on va parler des allergènes recombinants en allergènes respiratoires. Alors déjà, vous me direz, mais pourquoi des allergènes recombinants? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se contenter des allergènes des IgE pour l'allergène global, même si c'est des IgE spécifiques? Et donc, il y a trois intérêts quand même principaux. C'est essentiellement donc, la standardisation des allergènes. On va pouvoir avoir des choses qui sont reproductibles. On va pouvoir déterminer le profil allergénique d'un patient, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus, c'est l'effet le plus recherché en fait, parce qu'on va pouvoir se rendre compte qu'avec cette allergie, avec ces recombinants, on va pouvoir par exemple en ce qui concerne les allergies alimentaires, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, pouvoir faire la distinction entre une sensibilisation, une allergie, mais aussi est-ce que par exemple pour l'arachide, parce qu'on aura un profil de patient qui sera plus sujet à des manifestations graves, ou est-ce que ce sera un profil de patient sujet à des manifestations beaucoup moins graves. Donc pour la prise en charge et pour la vie au quotidien de ces patients, c'est quand même une sacrée avancée. Après, on pourra aussi pouvoir déterminer les réactions croisées que vont nous donner certains allergènes. Et donc, dans un même allergène, vous allez avoir un allergène majeur qui sera responsable de la symptomatologie, mais vous allez avoir aussi des allergènes mineurs qui, eux, donneront des allergies croisées que vous ne suspecteriez pas au départ. Nous avons aussi des familles, donc tout ça, ça fait partie de familles d'allergènes, et vous avez des allergènes qui vont, eux, donner peu de symptômes. Les intérêts cliniques, donc, ils sont évidents, comme je le disais tout à l'heure, prédire la sévérité d'une réaction, entrevoir les réactions croisées, adapter un régime d'éviction, parce qu'on déborde un petit peu sur les allergies alimentaires, et ce qui nous intéresse, nous, dans ce cas-là, c'est les indications aussi d'une immunothérapie spécifique. Donc on reprend un petit peu les mêmes notions, et je voudrais juste rajouter cette notion importante, c'est nous aider quand on a des tests cutanés qui sont positifs à plusieurs allergènes, arriver à faire le distinguo entre la sensibilisation et l'allergie vraie. Donc la sensibilisation qui est un test cutané mais sans manifestation clinique, et une allergie vraie qui va s'accompagner de manifestations cliniques. Mais vous allez voir que des fois c'est encore un petit peu plus subtil que ça. Les familles moléculaires, alors vous allez voir dans ce topo, il y a beaucoup de tableaux. De toute façon, vous aurez, je laisserai la communication, c'est pour vous donner une idée d'ensemble. Donc les familles moléculaires, vous avez vu, il y en a un sacré paquet. Je vais parler des plus importantes, celles qui nous intéressent dans notre pratique quotidienne. Et on va démarrer, en gros, elles sont un petit peu listées là. Vous avez les profilines, la famille des PR10, la famille des LTP et les protéines de stockage. Et vous voyez dans ce schéma qui est finalement assez clair, vous voyez que plus on va vers les protéines de stockage, plus le risque de réaction allergique est élevé et grave, d'accord? Parce que ce sont des protéines qui sont stables, qui sont thermorésistantes, hein, et plus vous êtes dans les profilines, les PR10, vous allez avoir des réactions croisées, et ce sont des choses beaucoup plus légères et bénignes. Les PR10, alors elles sont très connues, même si nous n'en avons pas, mais je pense que tous ceux qui ont un petit peu touché à l'allergologie le savent, hein, les PR10 c'est l'allergène majeur qu'on retrouve dans le bouleau. Et dans le bouleau, vous avez beaucoup de réactions croisées aussi, hein, le syndrome pomme, alors toutes les rosacées qui vont croiser avec le bouleau. Les profilines, c'est ce qu'il y a de plus léger, entre guillemets, donc c'est assez instable à la chaleur et à la digestion, donc ça ne pose pas de problème. Vous allez les trouver pas mal dans les aliments et les pollens, les aliments d'origine végétale. Les LTP, donc dès qu'on met un pied dans les LTP et les protéines de stockage, là ça devient beaucoup plus problématique avec des risques de réactions gravissimes. Donc on reprend un petit peu en détail, et donc les protéines de stockage, hein, souvenez-vous, c'est celles qui sont les toutes dernières, les plus à risque. Donc c'est des protéines qui sont stockées. Alors je sais que le topo était censé parler des allergènes
respiratoires, mais on ne peut pas ne pas parler un petit peu des allergènes alimentaires aussi, parce que ces familles de protéines, vous allez les trouver dans l'aliment, mais aussi dans les pneumallergènes. Donc les protéines de stockage, c'est essentiellement dans les noix et dans les graines. Donc comme j'ai dit, elles sont stables à la chaleur et à la digestion. Donc en fait, les aliments cuits ne vont absolument pas éviter une réaction allergique. Donc, comme je disais, des réactions systémiques sévères avec des chocs anaphylactiques et des réactions croisées, mais qui sont limitées aux espèces les plus proches. Les LTP, alors certains ont peut-être entendu parler, on en parle de plus en plus, du syndrome LTP, donc qui est chez nous de plus en plus présent et qui est déclenché par une sensibilisation donc, au cannabis. Donc quand les gens fument beaucoup de cannabis, ils vont se sensibiliser à d'autres protéines, à d'autres aliments qui contiennent la protéine LTP, et ça donne des tableaux absolument dramatiques, parce que vous verrez plus loin que les LTP, on les retrouve un peu partout dans les aliments. Donc ces protéines, comme je disais, elles sont présentes dans les aliments d'origine végétale, mais aussi dans les pollens d'arbres et d'herbacées, d'où le cannabis. Donc les réactions allergiques aux fruits et légumes, mais il y a d'autres choses aussi, stable à la chaleur et à la digestion. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous avez une protéine qui est stable à la digestion et à la chaleur, attention, risque de choc anaphylactique, en tout cas de réaction gravissime. Pour vous donner un exemple, les enfants qui sont allergiques à l'œuf, eh bien, ce sont des petits qui vont pouvoir consommer l'œuf dans les gâteaux, parce qu'on n'est pas du tout dans ce profil-là. C'est-à-dire que la protéine, elle est dégradée par la chaleur, donc nous avons des réactions bénignes. Contrairement aux aliments qui vont avoir la LTP, qui, elle, ne sera absolument pas dégradée par la chaleur. Et un degré de réactivité croisée qui est variable. Les PR10, donc classiquement connus comme les homologues de BXV1, qui est l'allergène majeur du bouleau et des arbres apparentés, donc bouleau, aulne, charme, noisetier, et on va trouver le syndrome fréquent, donc pollen, aliments, et les aliments, la plupart du temps, c'est la famille des rosacées, pommes, poires, pêches, etc. Quand on a des symptômes locaux, eh bien c'est un syndrome oral, donc c'est assez bénin. C'est classiquement le patient qui est allergique au pollen de bouleau, mais lorsqu'il va manger une pomme ou des cerises, eh bien il va avoir le fond de la gorge qui va gratter un peu, autour de la bouche, donc le classique syndrome oral sans aucune gravité. Et pourquoi sans aucune gravité? Parce que tout simplement elles sont sensibles à la chaleur et à la digestion. Quand les aliments sont cuits, là, ça se passe très très bien. Donc un clafoutis, ça passe bien. La cerise toute seule, ça passe moins bien. Les profilines, on les trouve dans les pollens, on les trouve aussi dans les aliments d'origine végétale, dans le latex. Donc on a plusieurs réactions de réactivité croisée. Ce qu'on a aussi, c'est qu'ils vont être sensibles à la chaleur et à la digestion. Donc pareil, les aliments cuits vont bien passer. Et les CDD, alors ce sont des marqueurs qui vont être un petit peu des fauteurs de troubles, parce qu'en fait on va les retrouver, ce sont des carbohydrates qu'on va retrouver et qui peuvent contaminer les prélèvements et qui peuvent contaminer les dosages d'IgE spécifiques. Ils vont rarement donner des réactions allergiques, mais on va les retrouver dans beaucoup d'allergènes, que ce soit aussi bien au niveau végétal qu'au niveau animal. Donc là, c'est voilà, les tableaux, on va commencer. Donc quand on parle d'allergènes respiratoires, voilà à peu près tous les allergènes respiratoires qu'on cherche classiquement en test cutané, donc l'ambroisie, l'armoise, le bouleau, qui est ça chez nous, on n'en a pas beaucoup, très très peu. En tout cas, on n'a pas vu d'allergie au bouleau. Le cyprès, ça on retrouve fréquemment au Maroc, l'olivier aussi, pariétaire moins, et la fléole. Donc au départ, c'était essentiellement l'allergie au pollen d'olivier. Depuis quelques années, les pollens de graminées se sont invités au bal aussi, parce qu'on a eu la bonne idée de planter beaucoup de graminées. Et donc voilà, donc inévitablement, les allergies se sont développées. Alors pour chaque famille, vous voyez, par exemple au niveau de l'armoise, on a de la LTP, donc attention. Au niveau du bouleau, donc protéines méchantes, stable à la chaleur, à la digestion, donc possibilité de réaction gravissime. Au niveau du bouleau, donc la fameuse PR10 qui est quasi inoffensive.
Au niveau de l'olivier, c'est une LTP. Alors, on va préciser. Le pollen d'olivier et le marqueur qu'on recherche chez nous, c'est le R-olée1. C'est celui qui est majoritaire. C'est celui qu'on retrouve au niveau des extraits d'immunothérapie spécifique. Donc, quand vous allez désensibiliser un patient, il n'y aura pas du N-olée7 dedans, ni du R-olée9. Ça va être du R-olée1. Alors, juste une précision, vous allez dire pourquoi le R et le N. Le R, c'est un recombinant, et le N, c'est un extrait natif. Alors, vous avez l'extrait, l'allergène majeur de la pariétaire, et ça va nous intéresser un petit peu plus. Les allergènes majeurs pour les pollens de graminées, qui sont essentiellement présentés par la fléole. Donc, c'est le R fléole P1 plus 5B. Alors, vous pouvez aussi les tester séparément, mais ça revient moins cher quand vous avez les deux ensemble, et ce sont les allergènes majeurs. Maintenant, comme je le disais, vous avez des allergènes mineurs qui, eux, vont être responsables de réactivité croisée. Donc, si on reprend les pollens de bouleau, on va essentiellement, je vais un petit peu simplifier les choses, vous allez essentiellement penser au R-BETV2. Lui, c'est la propyline responsable de toutes les allergies croisées pollen-aliments. D'accord? Et puis, quand vous allez aller vers les graminées, hein, c'est la... on est toujours dans les composants à réactivité croisée. Donc le R fléole P7 plus P12, ça ce sont les allergènes mineurs qui sont responsables de réactivité croisée aussi. Donc si on devait retenir, les allergènes mineurs du boulot c'est R-BETV2, les allergènes mineurs de la fléole c'est R fléole P12 plus P7. Voilà. Alors les acariens, je pense que vous êtes beaucoup plus familiers avec ça. Alors, ils sont connus depuis longtemps, le RDRP1, le RDRP2. Donc, essentiellement retrouvés, donc, ce sont les allergènes majeurs, c'est le Dermatophagoides pteromicinus. On ne tient pas compte du Farinae parce qu'ils sont très très proches, donc on n'a pas besoin de multiplier les tests. Et le RDRP23, c'est le nouveau venu. Alors lui, il est très intéressant au niveau de la désensibilisation, parce que lorsque vous faites un dosage, alors, soit vous décidez de le faire au départ. Si vous trouvez un dosage de RDRP23 élevé, sachez qu'au niveau de l'immunothérapie spécifique, vous aurez peu de bons résultats. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le mélange qui est proposé par les laboratoires, il y a très peu de RDP23. Par contre, c'est un mélange qui est riche et qui est fait essentiellement de DRP1 et DRP2. Voilà. Alors, autre recombinant très important au niveau des acariens, c'est le RDRP10. Ça, c'est une tropomyosine. Alors, vous savez que la tropomyosine, c'est un allergène que vous allez retrouver aussi également au niveau de la crevette. Donc, l'allergie croisée qui est très fréquente, hein, acarien crevette, acarien escargot, c'est la tropomyosine aussi, et acarien plate. Et quel est l'intérêt en fait de ces deux pour la crevette, c'est le RPN1 et la réactivité croisée pour l'acarien, c'est le RDRP10. Et bien en fait, quand vous avez un patient qui vous dit qu'il est allergique aux acariens, mais qui, lorsqu'il consomme des crevettes, est aussi un peu gêné, alors vous allez vous poser la question qui est essentielle: est-ce que la gêne occasionnée par la crevette est due à une sensibilisation croisée, ou est-ce que c'est une allergie vraie à la crevette? Et le seul moyen de faire la différence, alors maintenant heureusement on peut le faire, c'est en testant le RDRP10 et le RPN1. Alors j'en dirai pas plus, j'ai pris un petit cas clinique si on a le temps pour essayer de vous montrer exactement à quoi ça correspond. Alors, les allergies aux animaux domestiques, on en a peu chez nous, on en voit un petit peu plus qu'avant, mais on en a peu et c'est essentiellement le chat que je retrouve. Alors, vous avez aussi quelques allergies au cheval, c'est plus rare qu'on en a. Alors, on n'a que des allergènes majeurs. Alors là, je dirais qu'à la limite, ce n'est pas la peine de demander un recombinant si vous avez une clinique qui est claire. Ce que je déconseille aussi, c'est de faire le test cutané au cheval pour avoir personnellement des mauvaises surprises en faisant quand le patient est assez allergique au cheval. Quand vous faites le test cabinet, j'ai déjà eu la mauvaise surprise de déclencher des crises d'asthme costauds. Donc, du coup, j'ai arrêté. Je n'y refais plus prendre. Donc, quand j'ai une suspicion d'allergie au cheval, je demande directement le cheval en allergène global. Ce n'est pas la peine de passer par un recombinant. Et au niveau du chien,
Vous avez celui qu'on utilise le plus souvent, c'est le R4F1, qui est l'allergène majeur. Et au niveau du chat, c'est le RFLD1. Le RFLD4 est aussi un allergène majeur. Et vous avez d'autres allergènes mineurs. Donc pour le chat, c'est le NFLD2. Lui, il va c'est une albumine sérique qui va essentiellement intervenir dans le syndrome croisé porc-chat. Voilà, on a un allergène à réactivité croisée pour le chien, mais on ne sait pas encore avec quoi ça croise. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça c'est un tableau qui est pas mal à garder sur votre bureau si vous vous intéressez à l'allergie et que vous recevez des patients. Donc ça vous permet, avec un coup d'œil assez rapide, parce qu'on n'arrive pas forcément à tout retenir du premier coup, les allergies croisées que vous allez trouver avec certains aliments. Donc le boulot, j'avais dit essentiellement les rosacées. On va aller vers les graminées. Alors vous avez vu, ça c'est peut-être important à retenir et facile. Graminées arachides, ne jamais l'oublier celui-ci. Et puis alors, graminées farine de blé, pourquoi? Parce que vous avez les graminées fourragères et les graminées céréalières. Donc les graminées céréalières, c'est champs de blé, champs de maïs. Alors au niveau des symptômes, en principe, le patient va être allergique aux graminées. Donc les graminées fourragères, c'est toutes les mauvaises herbes qui sont plantées sur les bords de route et puis qui poussent toutes seules. Et puis les graminées céréalières, donc ces fameux champs. Et en général, je dis aux patients, vous évitez de vous rouler dans un champ de blé parce que ça va mal se passer. Maintenant, ils peuvent aussi développer plus rarement une allergie à la farine de blé. Et nous avons quelques fruits, alors que dans ma pratique personnellement, je rencontre peu, ça existe, mais je rencontre vraiment beaucoup peu. Par contre, les patients sensibilisés au boulot, alors même si on n'en a pas, n'oubliez pas que vous avez des patients qui ont vécu à l'étranger, qui ont vécu en Europe, qui rentrent au Maroc et qui vont vous décrire ces symptômes. Voilà. Alors les acariens, ce que j'ai dit tout à l'heure, allergie croisée avec les blattes, avec la crevette, avec l'escargot, en gros, avec les crustacés. D'accord? Et alors la farine de blé, enfin escargot, et non, la farine de blé, je voulais dire qu'on pouvait des fois avoir une contamination de la farine de blé avec des acariens. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, indication de l'immunothérapie spécifique. Donc là, c'est casse-tête, on se dit, bon, très bien, on a des choses qui sont positives, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, on fait comment? Est-ce qu'on demande des recours? Non, est-ce qu'on les redemande pas? De façon pratique, il faut quand même garder un minimum de bon sens. Quand vous avez une symptomatologie clinique qui est claire, évidente, qui cadre complètement avec l'allergène que vous retrouvez positif, là, à la limite, c'est même pas la peine de demander des allergènes, ni en recombinant, ni en IgE spécifiques globaux. C'est une dépense d'argent qui est un peu inutile. D'accord? Maintenant, quand vous avez un petit peu plus de doute, parce que, par exemple, au printemps, vous avez plusieurs allergènes qui peuvent se superposer, notamment des pollens. Là, les allergènes recombinants ont toute leur importance. Donc, en gros, quand est-ce que je vais décider que mon indication à l'immunothérapie est vraiment bonne et a de fortes chances de me donner de bons résultats? Quand je vais avoir au niveau de l'allergène majeur qui est positif et l'allergène mineur qui est négatif. Par exemple, pour les graminées, si je fais le R-fléol 1 plus 5 qui sont nettement positifs et le R-fléol 7 qui est négatif, donc je suis dans cette configuration-là, là vous avez de fortes chances, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les extraits avec lesquels vous faites les tests, et puis sont la plupart du temps ne contiennent que les allergènes majeurs, c'est-à-dire ceux qui sont représentés par plus de 50% de la population. Et c'est les mêmes composants qu'on va trouver dans l'immunothérapie spécifique. C'est-à-dire qu'on peut très bien être allergique aux graminées, être fortement allergique via la P7, qui est un allergène mineur, mais si vous le désensibilisez, ça ne fonctionnera pas, parce que dans le flacon du laboratoire, lui, il est riche en P1 et en 5B. Voilà, donc ça, il faut le savoir. La désensibilisation contient les allergènes majeurs. Donc le 7 et le 12, s'ils sont positifs, donc c'est des allergènes majeurs, et puis là, il va falloir chercher un petit peu plus loin quelle est l'origine. Maintenant, si vous avez et l'allergène majeur et l'allergène mineur qui sont positifs, alors vous pouvez y aller, ça sera efficace, peut-être moins que si vous n'avez qu'un majeur positif et un mineur négatif. Maintenant, si vous n'avez, donc ce que je disais tout à l'heure, que des allergènes mineurs positifs, ok, d'accord, il est allergique, ça on ne le remet pas en question,
mais au niveau de l'efficacité de l'immunothérapie, ben, ce sera un échec. Voilà. Parce que tout simplement, on n'aura pas d'allergène urinaire dans le flacon. Alors, on continue avec le chat. Alors, le chat, je vais juste apporter une petite précision. On a... Ah, il faut que je me dépêche, là, ça y est. Alors, je vais essayer de me dépêcher. Au niveau du chat, je voulais juste préciser qu'au niveau de l'immunothérapie spécifique par voie sublinguale, de façon générale, les résultats sont moins bons qu'avec de l'injectable. Bon, maintenant, on n'a pas d'injectable, mais bon, il faut juste le savoir. Hein. Au niveau des acariens, donc ce que j'expliquais, si vous avez du DRP1, DRP2 positif, c'est excellent, le patient sera répondeur à l'immunothérapie et on sera bon. Par contre, si vous avez un DRP23 qui est élevé, il sera nettement moins bon, enfin il répondra nettement moins bien à cette immunothérapie. Et puis vous pouvez aussi démarrer le traitement de la désensibilisation, avoir peut-être oublié ou pas demandé du premier coup le DRP23, et quand vous voyez que vous calez, vous dites oui, ben, il a amélioré mais quand même pas suffisamment, vous demandez le DRP23, s'il est élevé, ben, vous savez quelle est la cause entre guillemets de l'échec de la thérapie. Pour l'olivier, je reviendrai à la crevette après. Pour l'olivier, le NOLE1, on ne demande rien d'autre, et si c'est l'allergène majeur, ça fonctionne très bien. Alors, rapidement, si je peux, juste donner la précision par rapport au RPN1 et DRP10. En gros, si vous avez les deux allergènes qui sont positifs, les deux tropomyosines, donc RPN1 de la crevette et le DRP10 qui est la tropomyosine de l'acarien, à ce moment-là, vous vous dites c'est une co-sensibilisation. Donc ce n'est pas une allergie vraie à la crevette. Par contre, si vous avez la tropomyosine de l'acarien qui est négative, mais la tropomyosine de la crevette qui est positive, là c'est une allergie vraie à la crevette. Vous allez dire, mais pourquoi en gros vous nous cassez un petit peu la tête avec tout ça? Parce qu'à un moment, c'était les indications de l'immunothérapie spécifique. On se disait, est-ce qu'un allergique vrai à la crevette, on le désensibilise ou on ne le désensibilise pas? Alors au départ, c'était non. Maintenant, les avis sont, enfin, en médecine, des fois on revient un petit peu en arrière, on ne sait pas trop, donc chacun fait un peu sa sauce en évaluant la gravité des réactions. Alors on va passer rapidement, profil de sensibilisation, donc ça c'est ce que j'ai expliqué, le DRP23 qu'on trouve moins dans le flacon de désensibilisation. Alors comme là je vois tous les regards des modérateurs sur moi, donc c'est bien, tout ça je l'ai dit, donc c'était juste pour reprendre, hein, on l'a détaillé. Vous aurez tout ça de toute façon, hein, c'est un bon pense-bête, où ça récapitule quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Donc graminée 1,5, on y va, 7,12, on n'y va pas. Pour ceux du milieu, on les a trouvés, mais on ne sait pas quoi en faire. J'y vais vite. Hein. Le OLE1, E7, E9, donc vous oubliez le 7 et le 9, vous vous concentrez sur le 1. Alors, petite précision aussi, patients qui viennent de l'étranger, en Europe, par exemple en France, vous n'avez pas forcément beaucoup d'oliviers ou des régions avec beaucoup d'oliviers. Par contre, dans la famille des oléacées, vous avez olivier, frêne et troène. Et en fait, c'est un marqueur de sensibilisation très très forte aux frênes. Donc, quelqu'un qui était gêné pendant la période de pollinisation, alors ce n'est pas à l'olivier, c'est aux frênes, vous demandez le R au lait E1 et s'il est positif, eh bien, gagné jackpot, il est allergique aux frênes. Et donc s'il rentre au Maroc, il risque d'être fortement allergique à l'olivier. Ça c'est un récap du boulot aussi, donc pareil, BETV1, on y va, les autres c'est de la prophyline, on n'y va pas. Alors ça c'est le condensé du condensé que vous aurez aussi. Ça, c'est des fiches qui sont pas mal pour aider au départ quand on démarre avec cette migraine d'allergènes recombinants. Donc tout ce qui est vert, c'est une indication à l'immunothérapie spécifique. Tout ce qui est de l'autre côté, on se pose plus de questions et on ne fonce pas tête baissée. Alors, les cas cliniques, on va passer. De toute façon, pour ceux qui sont intéressés, après, il y a un atelier, donc on pourra en discuter plus longuement avec des cas cliniques. Ça c'est rapidement les saisons de pollinisation qui peuvent se chevaucher, donc d'où l'intérêt des allergènes recombinants, parce qu'on ne peut pas désensibiliser à tout et surtout chercher la vraie allergie. Et les messages clés, et là je vais terminer, donc il y a des indications où c'est absolument inutile de demander ces recombinants, donc quand on a une clinique claire, c'est pas la peine
d'aller chercher des recombinants. Quand on a une polynose qui est très claire, voilà, avec une concordance, ou en tout cas s'il n'y a pas de discordance entre la clinique et les tests cutanés, c'est pas la peine d'aller le faire. Quand il n'y a qu'un seul pollen qui est positif, on ne va pas aller en chercher 10 000 autres. Hein. Quand on a plusieurs profilines, polcalcine, c'est des familles, là, c'est pas la peine non plus d'aller chercher. Quand on a un allergène majeur ou plusieurs allergènes majeurs, c'est pas la peine non plus d'aller chercher. Et puis, quand on a un test aux acariens et une clinique positive, c'est pas la peine d'aller chercher plus. Économie. Et puis, celles qui sont utiles, bah, quand on a des périodes de pollinisation qui se chevauchent, quand on a des polysensibilisations, quand il faut faire le tri entre une sensibilisation et une allergie, et puis quand on y voit encore moins clair, et ben on demande ce qui est encore plus migraineux, la puce Isaac ou la puce Alex. Ben, je vous remercie de votre attention. Et surtout l'énergie que vous avez développée, parce que véritablement vous avez été énergique. Bon, je voulais juste, parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure de l'immunothérapie avec l'asthme sévère. Je vais pas vous répondre parce que vous avez votre présentation. Justement, vous avez un de vos allergènes moléculaires, un recombinant, qui est le 23, le DERP23, qui lui est un prédicteur de l'asthme sévère. Si vous avez ça chez un enfant, c'est pour ça qu'on recommence le dosage chez les enfants pour prédire l'asthme sévère, s'il est positif. Malheureusement, les laboratoires allergènes n'ont pas fait l'immunothérapie allergénique correspondante. Le deuxième point pour le problème de l'asthme sévère, c'est les moisissures, surtout interrénalaria et aspergillus. Il faut absolument se méfier. Une autre petite remarque aussi, je vous poserai la question après, c'est le fait de trouver farine de blé et l'acarienne. Ça, c'est parce que dans la farine de blé, il y a le charançon. Et le charançon, il a des protéines, pratiquement des pseudopodes, qui ressemblent directement avec les acariens. Et assez souvent, vous trouvez des correspondances qui sont de positivité. L'asthme du boulanger. Oui, l'asthme du boulanger. La question que je voulais vous poser, moi je suis étonné, depuis la reprise de cet allergène par la nouvelle batterie, je n'ai que des polysensibilités. Est-ce que vous vivez la même chose? Alors, une nouvelle batterie de cet allergène au Maroc, d'accord, on les attend toujours. Donc là, pour l'instant, je pense que mes confrères et moi-même, on s'est beaucoup débrouillés avec des choses qu'on a ramenées de chez ALK en France, et puis d'anciens lots de cet allergène. En tout cas, les nouveaux lots, on ne les a pas encore, ils sont prévus pour peut-être un mois, mais voilà. Alors, des polysensibilisés, oui, j'en ai, mais pas, enfin, je veux dire, pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. En tout cas, dans ma pratique à moi. C'est juste se méfier quand on doit faire un test au cheval. Moi, j'ai eu un choc anaphylactique juste avec un cric. Cric au cheval, choc anaphylactique. Il faut être très prudent avec le cheval qui est un allergène très sévère. Pour le cannabis, j'ai eu un enfant de 7 ans pour une urticale. Et le test m'a montré qu'il était allergique à l'abricot et à la pêche. Je demande au papa, est-ce qu'il fume? Il me dit oui. Est-ce que tu fumes à la maison? Oui. Est-ce que tu fumes autre chose que la cigarette? Oui. Donc il était sensibilisé juste par la fumée de son frère qui fume. On n'est pas obligé de fumer le cannabis pour se sensibiliser, mais être avec un fumeur, on peut se sensibiliser aussi. Merci, docteur, pour cette présentation très explicite et intéressante. Je voudrais savoir, est-ce que ce serait judicieux de demander toujours, avant de faire l'immunothérapie pour prédire son efficacité, de demander toujours les recombinaisons? Deuxième réflexion, pour les PR10, on a eu des réactions sévères, hormis le syndrome oral, surtout avec l'allergie au soja. Oui, alors effectivement, indicateur de bénignité, sauf le GLIM4, qui est l'allergène recombinant du soja et qui est la seule PR10 qui donne effectivement des chocs anaphylactiques et des choses méchantes. C'est l'exception qui confirme la règle, tout à fait. Et si c'était judicieux de demander tout le temps
les recombinants pour connaître l'efficacité, prédire de l'efficacité. Alors je pense que les avis sont partagés. Alors certaines, dans les recommandations, on va dire que si la clinique est claire et que s'il n'y a aucun doute, on va y aller, on ne va pas se poser trop de questions et on va démarrer la désensibilisation. Maintenant, je pense que personnellement, alors je suis un peu entre les deux. Il y a des fois où je vais le demander systématiquement et puis d'autres fois où je vais attendre un peu et quand je verrai que je n'avance pas suffisamment à mon rythme, moi qui suis un petit peu une impatiente, à ce moment-là, je me jette sur les recombinants et je vois est-ce que finalement je vais continuer dans ce sens-là, parce qu'il n'est pas non plus question de donner des flacons et des années de traitement pour dire au bout de 4 ans, ah ben finalement ça n'a pas fonctionné. Non, en général on dit qu'au bout d'un an, comme je dis à mes patients, au bout d'un an, si vous voulez, on va se mettre autour d'une table, on va faire les comptes. Voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et se poser assez rapidement la question. Pour les enfants, l'efficacité elle est assez rapide, au bout de 6 mois en général on arrive à les améliorer. Pour l'adulte on peut se laisser un peu plus de temps, entre 9 mois et 9 et 12 mois. Mais moi je me fixe comme objectif, c'est-à-dire que je leur dis écoutez, la première année pendant les pics, c'est-à-dire automne et printemps, ça ne va pas aller, ou en tout cas vous ne serez pas amélioré de façon radicale. Par contre, j'espère quand même avoir une petite amélioration dans les périodes intercritiques. Et si je vois que je cale, à ce moment-là, rapidement, je demanderai tous mes recombinants. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le facteur, c'est-à-dire qu'en Europe, à la limite, on pourrait les demander plus facilement, c'est remboursé, vous avez le droit à un remboursement par la sécurité sociale de 5 allergènes recombinants, 5 alimentaires, 5 respiratoires. Au Maroc, en sachant que c'est à peu près 300 dirhams par recombinant, si vous faites les acariens, donc le P1, le P2, le P10, le 23, on est déjà à... ça fait beaucoup, 4,8,12, ça fait 1200 dirhams, sans compter le prix du traitement, donc ça chiffre très vite. Alors on adapte à la bourse au sens clinique. Et puis le message primaire quand même, c'est que si cliniquement c'est clair, s'il y a une imputabilité qui est vraiment claire, les symptômes correspondent aux tests qui sont trouvés, la période correspond, les pics d'exacerbation correspondent, eh bien on y va, on ne demande pas grand-chose.